Désormais, chacun situe cette région russe de Belgorod, au nord du front du Donbass et du sud de l'Ukraine. Eh bien, cette fois, un changement de nature est peut-être en train de se produire, puisque depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on vous parle des incursions de troupes, de groupes russes pro-Ukraine basés en Ukraine, donc sur le territoire russe. On vous parle de ces incursions, on vous parle de ces attaques. Eh bien, désormais, une toute petite partie, mais c'est bien sûr le symbole qui compte, une partie de cette zone russe est sous contrôle de ces groupes rebelles, de ces groupes anti-Poutine, de ces groupes soutenus directement par l'Ukraine. Alors, quelle est la portée de ce constat? Que se passe-t-il exactement là-bas? Voyons d'abord les faits, les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors cette occupation d'une partie de ce territoire, toute petite partie je le disais, mais ça compte évidemment, est-on sûr qu'elle est effective? Eh bien tout porte à croire que oui, certes, on n'a pas vu de drapeau russe planté, mais la fameuse Légion Liberté pour la Russie revendique cette occupation. Son leader, Ilya Ponomarev, était l'invité de Darius Rojbin hier soir et selon lui, une dizaine de localités russes sont passées sous contrôle des unités pro-Kiev. Écoutez-le. Там порядка 10 населенных пунктов на данный момент уже освобождены. И идут бои. Ну, главный, конечно, бой это вот за само Шебекино. Et les images semblent lui donner raison. Nous sommes ici en périphérie de la ville de Novaya Tavolzhanka. On distingue 5 soldats. Il s'agit des combattants de la liberté pour la Russie. On les voit à pied, armés mais sans véhicule, remonter dans le calme les rues de ce village fantôme, comme s'ils en avaient pris possession. Sur cette autre image, on aperçoit d'autres combattants. Ceux-là appartiennent à la 2e Légion pro-Kiev, réputée d'extrême droite, celle des corps des volontaires russes. Seuls, casqués, armés d'un pas déterminé, ils sont visiblement en patrouille aux abords de la ville la plus importante de Chebekino. Dans le même temps, les combats continuent. On distingue un épais nuage de fumée grise qui s'échappe dans le ciel. Ce qui est en train de brûler, ce sont 2 chars de l'armée régulière russe que la Légion pro-Kiev Liberté de la Russie, à nouveau, affirme avoir détruit hier. Nous sommes toujours en territoire russe, précisément au poste frontière de la ville, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Et puis, sur ces autres images filmées dans la ville, on distingue des bâtiments éventrés, parfois en feu, des fenêtres détruites. La ville semble déserte, comme vidée de ses habitants. Voilà, ça, ces dernières images, c'était il y a quelques jours. Enfin, c'est vrai que les autres images accréditent bel et bien cette idée. Quelle serait l'étendue de cette zone qui échappe désormais à Moscou, en territoire russe? Eh bien, regardons cette carte. Précision importante. Elle a été créée par les équipes du site Deep State, lui-même alimenté par des volontaires ukrainiens. Et elle nous donne une idée de la situation dans la région. En rose, ce sont les localités, vous allez le voir, où les combats se poursuivent. Et en vert, ce sont les prises revendiquées par la Légion pro-Kiev. Il y en a une petite dizaine, dont des villes comme Sontsevka, Sereda Marino ou encore Leninsky, ce qui fait grosso modo quelques 10 km² de territoire russe revendiqué par ces légions et enlevé à Moscou. C'est minuscule, mais c'est bien le symbole qui a un impact énorme. Tout comme la fuite des hommes de cette région de Belgorod. Le gouverneur a lui-même appelé sa population à quitter les lieux et à se mettre à l'abri des frappes. Beaucoup s'entassent visiblement dans les cités universitaires de la capitale régionale de Belgorod. Parler d'exode serait exagéré, mais il y a un vrai mouvement de population. Et tout comme les légions pro-Kiev ont fait des prisonniers parmi les soldats de l'armée régulière russe, ici, une dizaine ont été capturés et ces légions ont même demandé dans la foulée à rencontrer le gouverneur de la région, comme s'ils y étaient déjà installés. 4000 personnes qui auraient fui désormais, 4000 civils qui ont fui cette zone, vous l'avez très bien dit, ils sont fortement encouragés, c'est presque un ordre. On dit même que certains doivent payer pour fuir. Merci beaucoup Lucille, quel symbole! Quel symbole! La zone, on le voit, elle est petite, 10 km², évidemment, c'est minuscule.
mais quel symbole qu'un morceau de territoire russe échappe au contrôle de Moscou, général. Oui, mais c'est pas seulement un symbole. Moi, je trouve que cette manœuvre est extrêmement intéressante. Les Ukrainiens, par le biais de l'opposition russe, en fait, attaquent là où on ne les attend pas et d'une façon que personne n'attendait. Je veux dire par là qu'ils attaquent non pas sur les zones de confrontation entre la Russie et l'Ukraine, mais directement dans la zone russe et avec des mouvements d'opposition russes, donc d'une certaine façon, guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'ils disent c'est pas les Ukrainiens qui attaquent. Alors on se doute bien qu'ils sont équipés par les Ukrainiens, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour revenir à la première question que vous posiez sur l'attaque, la contre-attaque terrestre, vous faites bien de parler de terrestre. Ça, on va y venir dans un instant. Le long du front. Parce que ça fait partie. Oui. Ça fait partie de l'offensive. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, on regarde, attaque à plusieurs endroits, attaque là. Qu'est-ce que font les Russes ? Quelle est leur réaction ? Wagner a déjà dit qu'il allait s'en occuper. On a vu des mouvements de réserve qui bougeaient avec des chars. Mais avant, de voir la parade russe générale, quel est l'objectif de ces hommes ? Est-ce que c'est un objectif purement symbolique de défier Poutine ? Alors Daphné, je vois que vous brûlez de répondre à cette question. Ou bien, est-ce que c'est le début d'une conquête qui peut aller plus loin ? Alors, personnellement, je vois effectivement comme le général à la fois un intérêt militaire, mais aussi politique et très symbolique de vraiment frapper les esprits en Russie et de montrer que finalement la peur peut changer de camp. C'est-à-dire que ce qui est passionnant, très intéressant dans cette manipulation, c'est qu'on voit que les Russes sont confrontés eux-mêmes à la guerre sur leur propre sol, comme le sont les Ukrainiens depuis 15 mois. Donc ça, c'est, à mon sens, le principal objectif de cette manœuvre qui, me semble-t-il, est plus une manœuvre de diversion. Je ne vois pas, justement, faisant partie de la contre-offensive ukrainienne en cours et à venir, parce que je ne vois pas ces milices, ces proxys pro-ukrainiens pouvoir tenir le terrain bien longtemps avec les effectifs qu'ils ont. Personnellement, je ne le vois pas. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord avec l'intérêt de cette manœuvre à la fois disruptive, à faible coût finalement, et qui marque les esprits, qui a vraiment, qui est censé quand même faire peur et miner le moral des Russes. Donc plus symbolique que militaire, Vincent. Victor Hugo dans Waterloo, la peur changea de camp, le combat changea d'âme. Bon, et restons dans la littérature. Vous allez recevoir dans 3 quarts d'heure David Michel Houellebecq. On peut emprunter à sa bibliographie 2 des données du moment. La carte et le territoire, on vient de les étudier avec Lucille, et puis extension du domaine de la lutte. Qu'elle soit symbolique ou pas, c'est effectivement un scénario assez sidérant. Il fait le pont entre les événements. Très franchement, si on vous avait dit ici sur ce plateau, il y a environ 1 an, David, que bientôt des Russes pro-ukrainiens allaient faire des prisonniers de guerre russes en territoire russe, vous nous auriez soupçonné d'avoir forcé un peu sur la vodka. Bon, et vous avez eu raison. À l'époque, c'était inconcevable. Et moi, je ne pense pas qu'en termes opérationnels, soit quelque chose d'absolument décisif. Je doute aussi de l'aptitude à étendre les zones sous contrôle. Bon. Mais en revanche, je suis persuadé de l'effet déstabilisateur que ça a sur une armée russe et un appareil politique déjà très fragilisé. Et donc, indépendamment de ce qui adviendra de cette aventure, je note aussi que même si officiellement les Occidentaux ont tendance à inviter les Ukrainiens et les pro-Ukrainiens à la retenue, à demi-mot, ils disent que stratégiquement, c'est bien joué. Parce que ça force à la dispersion et ça contraint les Russes à dégarnir d'autres positions qui peuvent être cruciales demain. Je vous redonne la parole, général, mais la morale de l'histoire, Dominique, sachant, et on va y venir dans un instant, que la passivité russe est impressionnante. Oui. Au lieu d'envoyer des troupes en renfort, ils sont contraints d'évacuer la population. Oui. La morale de l'histoire, si je prolonge votre propos, c'est que les Russes s'attendaient après 3 jours à la soumission, pour reprendre un autre titre d'un très beau livre contesté de Michel Houellebecq, du peuple ukrainien. C'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Et il me semble, et là je rejoins vos propos, mon général, qu'on ne peut pas dissocier ce qui se passe à Belgorod et dans la région de la contre-offensive qui a commencé. C'est un élément décisif de ce que j'appellerais la contre-offensive
psychologique qui montre à la communauté internationale et aux Russes que l'initiative a changé de camp. Ce sont les Ukrainiens qui prennent les initiatives, qui soulignent, pour reprendre un autre, c'est moi qui souligne, disent-ils. Et je crois que c'est ça la leçon essentielle. Je peux, moi, décider où je vous attaque quand je veux. Bon, est-ce que vous êtes surpris par la passivité de l'armée russe à défendre son territoire? Totalement, mais général. parce que la Russie est tellement surprise du fait qu'on attaque directement sur le territoire, en plus avec des Russes. Si vous voulez, tout le monde, on a bien vu les dents de dragon, etc., toute la ligne de défense russe en territoire ukrainien, là, ils s'y attendent. Et en fait, ils sont contournés. Et là, ils ne savent pas quoi faire. En plus, le système russe, on connaît sa lenteur de réaction. Mais pardonnez-moi, ça fait maintenant une quinzaine de jours qu'on parle des premières incursions ou attaques sur Belgorod. C'est-à-dire qu'ils avaient le temps d'envoyer des renforts. Ils n'ont pas pu le faire. Non, mais c'est ça. Mais alors, c'est là où je dis, ça n'est pas que symbolique. Je veux dire, ça a un effet psychologique important, mais ça a un effet aussi sur l'état-major russe, qui veut dire, mais comment est-ce que je vais réagir à une chose comme ça? Parce qu'à force de ne rien faire, finalement, les opposants russes pourraient occuper le terrain, voire en gagner plus. Et il y a un moment où la gangrène gagne tellement que ça deviendrait une catastrophe. Et déjà, dans les circuits moscovites et russes aujourd'hui, on critique beaucoup la passivité du gouvernement russe. Donc je pense qu'il y a un effet psychologique très important, mais pas seulement. Dans la manœuvre russe, c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Mais est-ce que vous imaginez que l'armée russe va maintenant tout faire pour dépêcher des renforts et reconquérir ce territoire je crois que le problème de l'armée russe aujourd'hui, c'est si je bouge, je tombe dans le piège ukrainien. Ils vont m'attaquer ailleurs. Donc il ne faut pas que je bouge. Vous voyez, c'est compliqué comme truc. C'est un sacré aveu de faiblesse. Encore un, pourrait-on dire. Oui, non mais complètement. Mais vous savez, je ne sais pas si je tombe dans la littérature Kagemusha. On passe de Houellebecq à Kagemusha. Voilà, Kagemusha. La montagne ne bouge pas. La question, c'est pendant la bataille, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais bouger ou est-ce que je vais rester comme ça? Et donc je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on parle d'autres attaques à d'autres endroits, les Ukrainiens qui disent « chut, ça a commencé, mais on n'en parle pas », sont en train de tâter le terrain, y compris celui-là, et regardent comment les Russes bougent, et en fonction de ça, vont choisir l'axe d'attaque. Et on en parlera tout à l'heure sur la contre-attaque. L'indice clé, ça va être bien sûr l'engagement des matériels occidentaux. Pour l'instant, on ne les a pas vus. Pour l'instant, on l'a pas vu. Le jour où vous allez voir 2 escadrons de léopards et des Marder ou des Bradley qui débouchent, vous vous dites, vous avez quelques chances que vous soyez sur le bon axe. Bon, tout à l'heure, vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu une légère panne technique qui nous a empêché de voir la carte précise de cette portion de territoire. Ouais. Là, on la voit plus clairement. Alors, on n'a pas la notion d'échelle, mais il faut donc savoir que ce que vous voyez en vert, ça représente en gros 10 km², c'est-à-dire 1 km sur 10 km ou 2 km sur 5 km. Donc on n'est évidemment pas sur une grande portion de territoire. Mais encore une fois, l'idée même qu'une partie de la zone soit conquise, occupée, gérée désormais d'une certaine manière par ces groupes rebelles soutenus par l'Ukraine, est en soi déjà un événement. Ce qui est, à mon sens, très instructif pour l'avenir proche, c'est qu'à mi-chemin de l'opérationnel et du psychologique, ce type d'initiative creuse les fissures de l'appareil d'État et de l'institution militaire russe. Vous avez par exemple un gouverneur local qui semble s'acquitter de sa tâche de manière assez honorable, qui est en contradiction ouverte avec les communiqués du ministère de la Défense. Lui dit les combats continuent dans telle localité, alors que chez Shoigu, on vous explique que, non, bien sûr, les gardes-frontières et les unités de la direction ouest de l'armée sont en train d'anéantir et de refouler les agresseurs. Et c'était la même chose à Barmout. Vous vous souvenez, il y avait ces débats, est-il raisonnable ou déraisonnable de tenir à ce point? Ça a consciemment contribué aussi à épaissir le contentieux entre, par exemple, un Prigojine et un Shoigu ou un Gerasimov, le chef d'état-major. Daphné, vos fonctions vous occupent à très bien connaître cette armée russe. Ça vous surprend, vous, que l'armée russe soit incapable de maintenir le contrôle de son propre sol?
Ouais, naturellement, c'est toujours étonnant, mais enfin, dans cette guerre, on va quand même de surprise en surprise. Donc, je n'exclus pas quand même, in fine, un mouvement de l'armée russe pour ressaisir ces territoires qui ne seront pas nécessairement très défendu par ces milices pro-russes, hein, puisque finalement le coup est porté, donc ça n'a pas nécessairement vocation à être comment dire, défendu de manière acharnée, pas du tout. Hein. C'est là en plus que c'est assez vicieux, parce que finalement les Russes vont devoir faire quelque chose, in fine, mais face à des milices pro-ukrainiennes qui peuvent très bien se replier et décider qu'ils ont réussi à avoir un pouvoir de nuisance suffisant, temporaire. Et ce qui est intéressant en fait dans cette manœuvre, c'est que comment dire, la contre-attaque ukrainienne dont on parle depuis des mois et qu'on attend, finalement, là où ça pêche, c'est c'est difficile d'avoir un effet de surprise, contrairement à ce qui s'était passé à Kharkiv en septembre de l'année dernière, où là, pour le coup, l'armée ukrainienne avait vraiment surpris, frappé les esprits avec une manœuvre à laquelle personne ne s'attendait. Là, la contre-offensive, tout le monde l'attend. Eh bien, cette opération-là, elle réintroduit de la surprise, justement sur cette portion du territoire où on n'attendait pas quoi que ce soit. Bon, on avance. Un dernier mot ? Oui, non, simplement, on disait toujours la contre-attaque, on ne sait pas où, quand, comment. Il y a des éléments qui apparaissent là. Ah, c'est même pas une contre-attaque, c'est une attaque, d'une certaine manière. Oui, enfin, alors, depuis le début, on prépare une offensive. Et dans cette offensive, il y a une attaque qui est là. La contre-attaque, ça serait si à Bakhmout, les Russes avancent et qu'on contre-attaque. Donc on mélange un peu les termes là, mais c'est vrai qu'on attend une offensive. Et d'un mot, ça n'aurait pas été possible avec des troupes ukrainiennes de s'installer en territoire russe. Mais ça n'est possible que parce que ce sont des troupes russes anti-Poutine. Mais si vous voulez, c'est le pendant des petits hommes verts de Crimée. Là, vous avez des petits hommes verts qui sont russes. Alors évidemment, les Russes disent non, ils sont pas russes, etc. On est un peu dans le questionnement. Donc je pense que c'est voulu. C'est pour ça que je parle d'asymétrie. C'est parce que le lieu et les moyens qui sont employés gênent considérablement les Russes. Dominique, on avance. On avance, mais je crois le point central. C'est une opération de diversion pour les Ukrainiens. Et il ne faut pas qu'ils dispersent leurs efforts à partir de cette simple opération de diversion. Le deuxième point, c'est qu'une attaque par les troupes ukrainiennes n'était pas envisageable, compte tenu des prises de position très claires, réitérées par les Américains, l'OTAN, les alliés européens. Donc, en fait... Sauf peut-être s'ils avaient attaqué avec du matériel 100% ukrainien. Même. Oui, mais ce sont... Je crois que la comparaison que fait le général Trinquant avec les petits hommes verts de Crimée est excellente. Ce sont des petits hommes russes, plutôt des grands hommes russes. Et ça marche bien. Bon, on avance. Ilya Ponomarev, donc le chef politique de l'une des deux légions, il apporte la réponse à votre question. À Darius Rojbin, il dit non, ce sont des Russes qui doivent libérer le territoire russe. On nous propose des Polonais, des Tchétchènes volontaires, etc. Non, il faut que ce soit des Russes.